Bonjour, Kamel Kadri, architecte, formateur depuis une quinzaine d'années. Je suis également certifié sur les produits AutoCAD. AutoCAD est une fabuleuse planche à dessin. Qu'on soit urbaniste, architecte, électrotechnicien, mécanicien, on a tous besoin d'exprimer nos idées par le dessin. Dans cette formation, je vous guiderai pas à pas pour vous apprendre à utiliser AutoCAD. Nous verrons ensemble toutes les nouveautés d'AutoCAD 2010. Alors, commençons notre formation sans tarder. Voilà une ligne que je viens de dessiner qui a une dimension de 100. Alors je vais la sélectionner, cliquer sur la palette propriétés ici. Et on regarde bien qu'elle a son point de départ X, Y, son point d'extrémité 200, 100 et elle a une longueur de 100. Des fois, pour des besoins de projet, j'ai besoin d'inverser le sens du départ et d'arrivée. Alors, AutoCAD 2010 nous propose une commande ici, je vais fixer, qui s'appelle inverser le sens d'une droite. C'est tout simplement, on inverse le sens d'une ligne, d'une polyline, d'une spline ou même d'une ellipse dans le cas du 3D. Je resélectionne mon objet et dans ce cas-là, je vois bien que mon point de départ devient 200, 100 et mon point d'arrivée devient 100, 100. Échappe. Je reste sur la même droite qui fait une dimension de 100 et je voudrais modifier sa longueur. Bon, je pourrais le faire avec la palette propriétés. Nous avons ici l'outil modifier la longueur. En prenant l'outil modifier la longueur, il nous pose la question en bas. Et si je remets la saisie dynamique ici, ou par là, par la flèche, par différence, par pourcentage, total ou dynamique. Alors, on va faire total. Par total, je fais entrer. Et il me dit spécifier la longueur totale. 120. Je veux que ma droite fasse 120. Je fais entrer. Je sélectionne ma droite de ce côté-là. Et il vient de lui rajouter 120. Je fais entrer. On va la mesurer. Et vous allez voir que ma droite, maintenant, elle fait 120. Je reprends. Échappe, modifier la longueur. Alors, on a des options ici. Je vais faire différence. Il me dit, entrer la différence de longueur, 20. On va la laisser à 20. Sélectionner l'objet. Et là, il vient de lui rajouter 20. Mon objet ici fait 140. Si je reprends, modifier la longueur, par différence toujours, donc D ou j'appuie sur la flèche va pour choisir ici différence. 20, je clique, il lui ajoute 20 à chaque clic, ou de ce côté-là si vous voulez. Modifier la longueur a une autre option aussi, qui est celle du pourcentage. Pourcentage, je veux 20%. Je fais entrer, choix d'objet à modifier, et voilà, il ne garde que 20% de mon rectangle. Nous avons aussi la possibilité, la dernière commande, de le faire en dynamique. Donc, je descends jusqu'à l'option dynamique. Là, il me dit sélectionner l'objet à sélectionner. Et il me demande de spécifier la nouvelle extrémité. Si je clique un peu plus loin, c'est la nouvelle extrémité de mon objet. Pour nous exercer sur les raccords, je vous propose l'exercice maison raccord, que j'ai appelé maison raccord. C'est tout simplement l'exercice, mais à l'étape où on n'avait pas encore ajusté les murs. Au lieu de le faire ajuster, je vais utiliser raccord ou chanfrein. Je vais utiliser ici chanfrein, l'écart est de 0,0 et je vais tout simplement faire cela. Je vois que je suis obligé à chaque fois de rappeler la commande. J'ai ici une option qui s'appelle multiple, M. Donc, puisque je suis en multiple, on va voir que maintenant, je peux le faire. Je peux le faire directement puisqu'il va garder à chaque fois en option mes murs. Ici, je ne peux pas le faire sauf si je coupe ici en un point. Je vais y revenir, on va le faire tout à l'heure. Donc, je reviens ici parce que je suis en multiple. Ici, hop. Voilà. Ici, pour pouvoir faire un raccord, je vais tout simplement utiliser coupure. Coupure ici, choix de l'objet celui-là, premier point de coupure, je vais le mettre là. Et du coup, je peux reprendre mon chanfrein et raccorder celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là, le fait que ça a été coupé. Abordons maintenant les raccords et les chanfreins. Voilà ici des 4 droites qui ont des intersections ici, angle droit. Si je veux faire un raccord ici, je vais utiliser l'outil raccord. Je clique, il dit rayon 0. Je vais lui dire, je veux un rayon, R. Je veux un raccord, par exemple, de 25. Entrée, première droite, deuxième droite, et il me fait le raccord entre les deux.
si les deux droites que j'ai utilisées ne se touchaient pas comme ça, je fais raccord. On va regarder le rayon 25 entre ça et celui-là. C'est lui qui les prolonge pour créer justement le raccord de 25. Vous avez aussi la possibilité de faire un chanfrein. Le chanfrein est un biseautage d'angle. Donc, distance 0, distance 2 égale à 0. Alors ça, c'est pratique aussi quand on va vouloir faire des raccords. On va dire bisou entre celui-là et celui-là. Et vous voyez, il me fait ici un raccord angle droit parce que l'angle est égal à 0. Je reprends bisou. Alors, il y a plusieurs méthodes pour choisir où l'angle ou l'écart. Là, je vais utiliser l'écart, E. Premier écart, allez, on va faire un écart de 25. Et à l'arrivée, on va faire 10. Donc, première droite, ça sera à 25 et le deuxième sera à 10. On voit bien que de là à là, j'ai 25 et de là à là, j'ai 10. Repartons de la figure suivante. Donc, j'ai une figure ici qui est constituée d'une série de lignes. Et si ici, je veux ouvrir ma ligne, donc, vous voyez là, c'est un seul objet, et je voudrais en faire deux objets. Je vais aller utiliser ici la commande, là j'ai fixé, la commande coupure en un point. Coupure au niveau d'un point, il me demande de choisir l'objet à cliquer, choisir le premier point, je vais dire ici, et voilà, résultat, j'ai ici, si je le déplace, vous le voyez bien, un petit bout qui a été découpé. Je le remets à sa place. Coupure en deux points, ou coupure tout simplement, va permettre de faire la même chose. Là, il me demande de spécifier le deuxième point ou le premier point de coupure. Alors, je déroule avec la petite flèche maintenant, je fais premier point. Le premier point, il est là. Il me demande le deuxième point, il est là. À l'opposé de coupure, je retrouve la commande joindre, qui, elle, va permettre de joindre deux lignes qui ont été coupées. Je refais ma commande, joindre. Ici, entre celui-là et celui-là, je fais entrer, les deux objets sont joints, à condition bien sûr que l'un soit dans la continuité de l'autre. Alors nous avons vu comment agrandir un objet homothétiquement, donc en multipliant ses dimensions par un facteur d'échelle, mais si on voulait uniquement l'étirer sur un côté, une dimension, la longueur ou la hauteur, c'est possible, mais à ce moment-là, le mot est dit, il faut utiliser la commande étirer ici. Alors, pour faire l'exercice, je vais prendre l'outil polyline. Premier point, allez, ortho activé. On va se donner une dimension de 100. On va remonter ici, je zoome un peu pour vous montrer le dessin. Je remonte de 100. On va revenir de 20. Je redescends ici de 50, qui est la moitié. De 50. Donc 20, 50 plus 30. Je remonte ici de 50 pour revenir à mon objet. Et ici, 20, 30, ça fait 50. Il nous reste 50. Entrée. Et théoriquement, si je fais C, j'obtiens cet objet-là. Donc voilà. Sauf que là, je me rends compte que je me suis trompé. Ce que je voulais faire, moi, ce n'était pas un objet de 100, mais plutôt 120 ici, et obtenir ici, au lieu d'avoir 30, avoir 50. Donc, je vais aller étirer mon objet. Je vais prendre la commande d'étirer. Je sélectionne mon objet. La règle importante à retenir dans l'étirement, c'est que la sélection se fait toujours de droite à gauche. Elle se fait par fenêtre par capture. Nous aurons l'occasion de revenir sur les outils de sélection, mais elle se fait par capture. Ce qui est important ici, c'est là où passe ma fenêtre. L'endroit où passe ma fenêtre, c'est là où il va y avoir l'étirement. Je fais ça, je valide, je clique mon point, je tire. On a dit qu'on allait étirer de 20. Voilà. Si ici, au lieu d'avoir la mesure ici de là à là de 50, je voulais avoir par exemple 75, donc il faudrait que j'agrandisse de 25. Je vais aller faire un étirement. Rappelez-vous que là où je passe, si je fais ça, c'est pas bon parce que c'est tout qui va être agrandi. Je vais revenir. Ce qui m'intéresse, c'est étirer ici. Il n'y a que cet endroit-là qui sera étiré. L'endroit où je passe, c'est là où il y aura l'étirement. Je clique, je valide. Je prends mon petit point, je tire vers le bas de 25. Si je veux réduire cet élément-là sans toucher à la dimension globale, je fais ça. Voilà. Je clique, je tire. Je vais à la moitié, comme ça je l'ai pris d'un point à un autre. Etc. Je pourrais faire comme ça des étirements dans tous les sens de mon objet
Voilà, essayez, faites des étirements, vous allez voir qu'à chaque fois, vous agrandissez, vous réduisez. C'est très pratique quand on a des pièces à allonger ou à réduire. Pour cette séquence, je vais partir de ce symbole qui représente théoriquement, je dis théoriquement pour les gens qui l'auraient reconnu, une table. Alors cette table-là, je vais aller la mesurer. Dans l'onglet début, on a une commande qui s'appelle mesurer. Et je me rends compte qu'elle fait 120. Si je remesure dans l'autre côté, sur 60. Mais je voudrais par contre, moi, avoir une table qui ferait la moitié, 60 sur 30. Donc il s'agit bien de faire une réduction de cette table-là de moitié. C'est pour cela qu'on va utiliser ici la commande échelle. Échelle, choix des objets, celui-là, je valide. Le point de base, il est là. Il me demande le facteur d'échelle. On est tous d'accord que je dois multiplier par 0,5 mon objet pour obtenir les échelles que je veux. Donc si je remesure, on devrait retrouver 60 dans ce sens-là. On a bien 60. Et dans l'autre sens, on devrait avoir 30. On a multiplié notre objet par 0,5. On pourrait refaire l'échelle. Multiplier l'objet, par exemple, par 0. Je vais multiplier par 1,2. Ce qui donnerait 60 multiplié par 1,2 donnerait 72. Voilà. Ça, c'est pour une échelle. Alors, toujours dans l'échelle, une autre option possible. Alors, je vais faire un zoom étendu. Voilà. Voilà ici un piano. Je voudrais aussi le réduire pour le ramener à mon échelle. Je vais le mesurer. Ici, il fait 1473,2, ce qui est normal parce que c'est un objet de la bibliothèque d'AutoCAD. Je suppose qu'il a été dessiné en pouces ou une autre unité et il n'est pas en unité métrique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'homothétiquement, toutes ces valeurs sont bonnes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire une échelle de manière homothétique, sachant que moi, je connais une valeur qui est ici, qui est la longueur de ce clavier, qui ferait par exemple 120. Je vais faire échelle, choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le point de base, on va le prendre n'importe où parce que c'est le point invariable. Et là, il me dit spécifier le facteur d'échelle ou je peux faire copie, donc avoir une échelle par copie, ou référence R. Je tape R, entrée. Je pourrais utiliser la flèche vers le bas aussi pour avoir les références. Et il me dit spécifier la longueur de référence. La longueur de référence étant la longueur actuelle, donc de ce point-là à ce point-là. Et il me précise la nouvelle longueur. Je saisis 120. Je fais entrer et mon objet ici se retrouve à l'échelle que j'ai voulu. Donc si on le mesure, il fait bien ici 120. Comme dit lors de l'introduction, AutoCAD est un fabuleux logiciel de dessin. C'est une planche à dessin qui va nous permettre de dessiner et de nous exprimer graphiquement. Par rapport à notre vieille planche à dessin, AutoCAD va nous permettre de dessiner, mais aussi de ramener de l'information supplémentaire, de stocker cette information de manière différente. Par exemple, dans ce projet, vous regardez ici mes couches. J'ai une couche qui s'appelle code qui contient mes codes, que je pourrais par exemple désactiver ici. Et du coup, j'obtiens le même dessin sur les couches. Donc, je pourrais l'imprimer avec ou sans. AutoCAD va aussi créer des contraintes. Si je devais dessiner une ligne qui soit orthogonale, c'est comme si j'avais mon T et mon équerre. Je vais utiliser ici des contraintes orthogonales. AutoCAD aussi va apporter d'autres types de contraintes. Si je dessine ici une ligne, et là je vais désactiver l'orthogonalité ici, j'ai la possibilité de contraindre ma ligne pour qu'elle soit tangente à mon cercle. Vous voyez ici, j'ai une contrainte tangente, ce qui voudrait dire que si je déplace mon cercle, ma ligne va toujours rester contrainte. Vous voyez ici les outils qui vont nous permettre de dessiner, qui vont nous permettre d'améliorer notre productivité. AutoCAD nous permet aussi d'exporter nos dessins, de les exporter dans des formats, par exemple des formats PDF, des formats DWF qui sont des formats propriétaires et qui vont nous permettre de travailler en collaboratif. Toute cette manière de faire, nous allons l'aborder pas à pas dans cette formation. Séquence après séquence, vous verrez que vous allez arriver à dessiner de plus en plus et de mieux en mieux. Mettons en pratique ce qu'on vient d'apprendre là. On va ouvrir une pièce qu'on va essayer de dessiner ensemble. On va faire ouvrir. Dans Eleform, on va prendre la séquence 2. Ouvrir. Voilà, on a ici des lignes à dessiner. Je vais prendre mon outil ligne. Je vais commencer par là.
Donc je clique ici. Ortho est bien activé, je vérifie qu'Ortho est activé. Ici, j'avais désactivé les aides pour les besoins de l'explication de tout à l'heure. Et là, je tire sur la droite et je vois que j'évolue de 20. Je tape 20, entrée. Là, je suis en haut. Donc là, je monte de 80. 80. Je reviens de 30 sur la droite. Je descends de 80. On revient ici de 80 sur la droite. On descend de 10. Je reviens dans ce sens-là de 80 encore une fois. Je redescends vers le bas de 80. On revient de 30. Vous voyez, la pièce elle est assez régulière pour la facilité de l'exercice. Nous remontons ici de 80. Je reviens de 20. Et je pourrais remonter encore de 20. Une petite astuce, si vous regardez en bas, il vous dit spécifier le point suivant ou. Et entre crochets, il a écrit clore ou annuler. Et vous voyez que clore, on a le C qui est en majuscule, et annuler, c'est le U qui est en majuscule. Donc si je mets U, ça aura comme effet d'annuler le dernier bout de ligne. Je vais faire U, entrée, et vous voyez bien qu'il revient en arrière. Donc là, je vais le refaire. Donc c'était 20. Et si je tape C, ça serait clore, et faire fermer le dernier point et le premier point. Et mon objet est fermé. Voilà, j'en ai profité pour introduire cette notion de convention sur AutoCAD. La plupart des commandes d'AutoCAD ou des outils d'AutoCAD, vous aurez entrecroché des options. Je vous invite à y faire attention parce que vous pourrez gagner beaucoup de temps en productivité. Vous avez la possibilité de créer des figures et des contours à partir d'îlots fermés. Je m'explique. Si on regarde ici à gauche, j'ai 4 droites qui sont ici en intersection. Et si je veux obtenir un polygone qui ferait cette forme-là, je vais aller dans Dessin et j'ai un outil qui s'appelle Contour. Il va m'ouvrir une fenêtre, choisir un point, je clique ici, je valide et là, je viens de créer tout simplement mon polygone. Je peux reprendre la commande, choisir un point, ici entre les deux cercles. Et on a ici une polyligne qui a été créée au sujet de l'intersection de deux arcs. La même chose pour la dernière figure. Choisir un point, ici. Et là, vous voyez la facilité avec laquelle je peux créer des formes qui vont résulter d'intersections d'autres formes ou tout simplement d'îlots fermés. AutoCAD, depuis sa version 2006, s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité qui est la saisie dynamique. On peut activer ou désactiver la saisie dynamique en cliquant ici sur le bouton. La saisie dynamique consiste en la chose suivante. Je vais prendre mon outil ligne. Vous voyez, au moment où je vais cliquer sur l'écran, j'ai la possibilité de saisir directement les coordonnées sur l'écran. Je clique et il me demande voilà, la longueur et la largeur. Je vais faire une droite de 100. Après, je peux revenir de 10 ici. Si je veux monter avec un angle de 45, avec une distance par exemple de 100, je vais taper 100, tabulation dans ce cas-là, et vous voyez que le 100 a été verrouillé, et mon angle, je peux le saisir. Vous voyez, je vais désactiver Ortho pour pouvoir aller en biais, et vous voyez ici, le fait de tabuler, ça permet de bloquer une direction. Là, je vais bloquer les angles par exemple. Je bloque mes angles à 60, je tabule, et vous voyez, je peux saisir ici, quel que soit le point où j'ai cliqué, une droite qui va faire un angle de 60. L'autre possibilité aussi, si je rentre par exemple une valeur, je vais faire 200, je vais utiliser cette fois-ci virgule. Dès que je saisis virgule, il a compris que je vais être en mode cartésien et à ce moment-là, il me propose de rentrer le Y. Je vais mettre Y à 0 et vous voyez que je vais avoir une droite horizontale de 200 sur Y. Dernière chose, à côté, vous voyez une petite flèche orientée vers le bas. Je peux y accéder avec la petite flèche du clavier orientée vers le bas. Et ce sont les options dessin. Et vous voyez ici, clore. Hop, il vient de clore mon dessin. Voilà comment je saisis. Alors, par défaut, la saisie dynamique, elle est paramétrée pour rentrer des valeurs en relatif. Mais on pourrait aussi la changer. Je me mets dessus. Hop, paramètres. Donc, je peux cliquer sur paramètres ici. Et vous voyez bien que j'ai coordonnées relatifs en polaire et en cartésien. Je pourrais être aussi en coordonnées absolues. Donc par défaut, il est en polaire en relatif, mais il pourrait être en cartésien relatif ou en cartésien absolu ou polaire absolu.
D'accord? On va la laisser comme ça par défaut et ça marche relativement bien. Dans cet exercice, on va dessiner des cercles et des arcs pour obtenir la figure suivante. Alors, on agrandit un peu pour voir la figure. Donc, il s'agit bien ici d'un cercle avec un rayon de 50 centré ici, avec de l'autre côté un cercle de rayon de 20 avec ce centre-là, et à l'extérieur, un cercle de rayon 100 et qui, a priori, je ne connais pas son centre, mais je sais qu'il est tangent à celui-là, qu'il est tangent à celui-là. Et j'ai un autre arc qui est là, qui est tangent à celui-là et tangent à celui-là. Bon, commençons à dessiner. Alors, je vais faire une ligne pour matérialiser mes extrémités. Ortho, je vais faire 100. Sur cette ligne-là, je vais démarrer un cercle centre rayon ici de rayon 50. De l'autre côté, je reprends mon cercle, il est de rayon 20. Voilà, jusque-là, j'obtiens cela. Je vais repartir dans mes cercles et je vais prendre cette fois-ci un cercle par 2 points tangentes et un rayon. Nous voulons bien un cercle tangent à celui-là, tangent à celui-là. Regardez que j'ai cliqué sur ce quart-là et ayant un rayon de 100. En bas, pareil, tangent à celui-là, tangent à celui-là, à peu près à ce côté-là, et ayant un rayon de 50. Voilà, on a presque fini notre exercice. Et il ne reste plus qu'à aller utiliser la commande ajuster qu'on a vue tout à l'heure. En utilisant celle-là et celle-là comme arête séquente, je valide, je vais couper celle-là et celle-là. La même chose en utilisant cet arc-là et cet arc-là en arête séquente, je vais couper celle-là et celle-là, et mon exercice est terminé. AutoCAD, dans sa version 2010, s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités. Entre autres, les fonctionnalités de contraintes paramétriques. Elles sont de l'ordre de 2, elles peuvent être des contraintes géométriques ou dimensionnelles. Prenons un exemple. Je dessine ici un rectangle. On va faire C pour côté. Je lui donne une dimension de 100 sur 100. Je clique ici, on zoome avec la molette. Et ce que je voudrais, c'est que ce rectangle-là conserve sa longueur pendant tout le dessin. Je peux intervenir sur sa largeur et non pas sur sa longueur. On va aller dans l'onglet paramétrique. On a ici une contrainte linéaire. Si je déroule ici, elle peut être horizontale ou verticale. On va dire une contrainte horizontale. Le premier point de la contrainte, il est là. Le deuxième point de la contrainte, il est là. Je spécifie l'emplacement de la ligne de code. Il me dit quelle est la distance contrainte. On va la garder par défaut égale à 100. On a ici le petit cadenas. Si maintenant je veux modifier mon rectangle ici, vous voyez ici que cette valeur 100 reste fixe. Par contre, dans le sens vertical, je peux l'agrandir. Là, j'ai étiré juste sur un point, mais si je fais un étirement ici, dans ce sens, je vais arriver à le faire. Par contre, dans l'autre sens, je ne devrais pas arriver à le faire. Vous voyez que le point du bas, il y va, mais le point du haut, il est resté contraint. Vous avez la possibilité sur AutoCAD de dessiner un point. Donc, si je vais dans l'outil dessin ici, j'ai un outil qui s'appelle point. Je clique ici, il me demande spécifier un point et je viens de dessiner un point. Aussi minuscule soit-il, il est là. Je peux changer son affichage en allant ici dans utilitaire style de point et je vais changer ou sa taille ici. Donc je peux définir sa taille en unités en disant tiens, je veux un point qui fait 10 unités. Ou sa forme aussi. Si je veux un des points en forme de croix, je fais OK. Résultat, voilà mon point. J'ai pu dessiner un point. La commande point contient aussi un certain nombre d'outils, entre autres la commande diviser. Diviser vous permet tout simplement de diviser un objet en un nombre de segments. Je fais diviser. Il me demande d'entrer le nombre de segments. Je vais lui dire, j'en veux par exemple 10, entrer. Et je fais OK. Alors, même si la commande s'appelle diviser, en réalité, elle ne divise pas la ligne, mais elle a découpé l'objet en 10 fois. Mais tout simplement en créant des points. Vous avez aussi la possibilité de créer une répétition de l'objet, spécifier la longueur du segment, on va dire 12. Et voilà, je viens de créer un point sur un pas de 12 à chaque fois.
Cette opération est aussi valable avec des blocs qui sont les éléments de bibliothèque qu'on traitera plus tôt. Si vous avez besoin de répartir par exemple une rangée d'arbres sur une ligne, on peut utiliser cette commande diviser avec le bloc. AutoCAD dispose d'une palette d'outils très importante. Regardons maintenant les plus importantes. On a vu jusque-là dans les premières séquences l'outil ligne qui permettait de tracer une ligne entre deux points. Nous avons aussi la possibilité de tracer une droite. La droite, c'est tout simplement une ligne, mais qui va être continue, qui va traverser tout l'espace dessin. La droite va nous servir essentiellement pour tracer des lignes repères ou des lignes guides. Je reprends mon outil droite. Alors, je vous rappelle que la commande entrée rappelle la dernière commande. Là, je suis dans droite. Regardez les options de droite. Vous avez horizontal, vertical, angle, etc. Je vais taper H. Parce que H est en majuscule, donc c'est horizontal. À ce moment-là, si je clique, j'ai qu'un seul point. La même commande, j'aurais pu la faire en utilisant la saisie dynamique, en utilisant la flèche vers le bas. Vous voyez, horizontal, entrée, et je trace mon point. Je peux aussi faire une droite verticale ou avec un angle. On va faire A avec angle, entrée, angle de 25, entrée, et là, je peux me tracer une série de droites avec un angle de 25. Il y a aussi une autre option qui est très intéressante, c'est l'option décalage. Je vais rappeler ma commande droite. Alors, je peux le faire avec entrée, mais aussi je peux le faire avec le bouton droit de la souris. Répéter droite. Et à ce moment-là, je vais prendre décalage. Et là, il va me tracer une droite décalée à une distance donnée par rapport à un objet. Regardez ici les guillemets. Il me propose spécifier la distance de décalage ou 45. Donc, si je ne saisis rien, je fais juste entrer, il va prendre cette valeur-là par défaut. Je vais faire entrer. Et là, je suis à 45. Il me demande de sélectionner un objet. Je vais dire cette ligne-là, vers le haut, par exemple. Et là, j'ai une droite de 45. Vous voyez, le petit 45, il est là, entre ces deux droites-là. Nous avons une autre commande qui est la demi-droite. Donc, vous voyez, la demi-droite, comme son nom l'indique, va être d'un côté fixée et de l'autre, elle va aller d'une façon illimitée jusqu'à la fin du dessin. Comment dois-je faire si je veux colorier des figures? Alors, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser dans les hachures le motif solide, qui est tout simplement un aplat de couleur. Là, on choisit la couleur rouge, choisir un point ici, je valide, aperçu, et j'ai mon remplissage de couleur rouge. Je peux le refaire sur une autre couleur. Donc, je choisis une solide, une couleur verte par exemple, ajouter un point, j'ajoute un point ici et j'arrive à remplir. La deuxième possibilité, c'est de remplir avec un dégradé et à ce moment-là, on va utiliser gradient. Donc, on va prendre la commande gradient et là, on a la possibilité de choisir une couleur, donc de cette couleur-là vers le blanc ou un dégradé de deux couleurs. Un dégradé une couleur, partant par exemple ici du jaune. Choisir un point, je vais cliquer ici, je fais entrer, aperçu, et j'obtiens ici mon dégradé. Échappe. Ça, c'est un dégradé linéaire. Je peux choisir aussi un dégradé radial, aperçu, etc. J'ai ici le centre de mon dégradé, ainsi que l'angle du dégradé. Je vais en faire OK. On peut aussi, si nous allons dans la commande vue, accéder par la palette des outils. Et dans la palette des outils, nous allons avoir ici une palette qui s'appelle hachure. Et dans cette palette hachure-là, on a aussi des hachures, et entre autres des aplats de couleurs à appliquer à nos figures. AutoCAD possède un outil assez intéressant qui s'appelle nuage de révision et qui vous sert justement à dessiner un nuage de révision sur votre projet. Par exemple, sur cette maison-là, si j'ai un doute sur la manière dont se fait la porte, je vais dessiner ici mon nuage en disant, voilà, écoutez, cette zone-là serait peut-être à modifier ou à corriger. Quand j'ai appliqué le nuage de révision, je vais le supprimer dans ce cas-là pour le reprendre. Nuage de révision. Regardez en bas, j'ai des options. Encore la longueur de l'arc si je veux changer ma longueur. Là, elle est à 15, elle me paraît un peu petite, on va la mettre à 35.
je redessine mon objet et vous voyez bien que cette fois-ci, mes arcs sont plus grands. Et là, on sait que cette zone-là, elle est à modifier. L'autre outil aussi d'AutoCAD, c'est l'outil Spline. L'outil Spline nous permet de dessiner des courbes. Comme on voit ici dans l'exemple, la courbe se dessine en deux mouvements. Le premier mouvement va considérer à créer ce qu'on appelle les points de contrôle. Et après, on va intervenir sur la tangente à la première courbe et la tangente à la dernière courbe, sachant que tout ça peut être modifié après par l'outil modification de Spline. Alors, on va se faire une Spline pour, par exemple, délimiter là, le point suivant, le point suivant, le point suivant. Supposons que c'est notre terrain. Je valide. Il me demande de définir la première courbe. Vous voyez ici, je suis en train d'intervenir sur la première courbe. Et là, il me demande d'intervenir sur la dernière courbe. Voilà, sur la dernière courbe. Et on voit ici apparaître. Voilà, j'ai simulé plus ou moins la vue de terrain. Si je sélectionne ici ma courbe, je vais bien apparaître mes points de contrôle que je vais pouvoir déplacer. Les splines nous permettent surtout de créer des formes libres, par exemple pour des paysagistes, des parcours dans des jardins, etc. Application pratique pour les rectangles. Alors, nous allons ouvrir un fichier. Je vais faire ouvrir le plan masse. Ici, un exercice qui s'appelle plan masse. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tout faire pour l'instant, mais juste les petites maisons qui sont là, qui sont réparties sur les parcelles ici. On voit ici modèle 1, modèle 2, modèle 3. C'est tout simplement des rectangles de 4 sur 10 avec le petit garage qui fait 6 sur 4. Alors, commençons. Donc, l'outil rectangle. Je clique mon premier point, je sais C pour côté, et je lui dis je veux une longueur de 4 avec une hauteur de 10. Voilà mon premier élément. Je reprends mon outil rectangle, je m'accroche ici, alors je vais activer l'accrochage objet en bas parce qu'il s'est désactivé, et je fais C, longueur 4, hauteur 10. Donc je reprends encore mon rectangle, j'en ai un qui est accroché là, je fais C pour entrer, 4, et cette fois-ci sa longueur elle est de 6. Alors les esprits un peu chagrins me diront que j'aurais pu faire des copies parce qu'AutoCAD sait faire des copies, mais pour l'instant on ne sait pas encore faire des copies, on se contente de redessiner les objets et à faire et à refaire pour bien apprendre à manipuler ce genre de commandes. Je reprends mon rectangle ici. Je fais C, 4 et 10. Je clique ici. Je pourrais faire des copies. Allez, on va sélectionner notre objet, copier. On a aussi un outil qui s'appelle copier dans l'onglet modification. Alors, il me dit point de base de déplacement. Je déplace de ce point-là à ce point-là. Entrée. Je pourrais aussi copier le petit qui est là. De ce point-là à ce point-là. Dans le cas du deuxième modèle, on a une petite distance de 2. On va utiliser déplacer. Je sélectionne mon objet. Je tire vers le bas. Je déplace d'une valeur de 2. Le dernier exemple, on peut le faire aussi par copie. Copier. Nous descendons vers le bas. Et nous allons le déplacer, le garage, pour le mettre sur le côté de ce point-là à ce point-là. Voilà, on vient de réaliser ici les modèles de maisons. On a commencé par les maisons, mais tout à l'heure, vous verrez quand on fera les outils de modification, on aura à réaliser ensemble cet exercice de parcelle. Jusque-là, nous avons dessiné que des formes régulières, donc droites. Commençons maintenant à dessiner des courbes. Premier outil pour dessiner des courbes, c'est un cercle. Si vous regardez ici dans les options cercle, vous avez plusieurs possibilités. Centre rayon, centre diamètre, par 2 points, par 3 points, par 2 points tangente et un rayon ou par 3 points de tangente. Le plus simple étant un centre par un rayon. Je clique un point, je donne mon rayon de 25 par exemple, et j'ai un cercle de rayon 25. La même chose avec les arcs. J'ai ici la possibilité de faire des arcs par 3 points, départ centre fin, départ centre angle, départ fin rayon, etc. Alors, pour appliquer les arcs, essayons par exemple de dessiner une porte d'un symbole d'architecture. Une porte d'un symbole d'architecture, c'est un rectangle, on l'avait vu tout à l'heure. Là, je vais faire C, nous allons faire 100 sur 10 par exemple, une cloison de 10. Je clique, on va tracer une ligne qui va partir ici, qui va faire une longueur de 100 avec un angle par exemple de 35.
Et on va faire l'arc pour symboliser l'ouverture. Et là, je vais prendre la méthode départ, centre, fin. Il me dit quel est le point de départ ici. Quel est le centre, spécifier le centre de l'arc, il est ici. Et spécifier la fin, elle est là. Et une autre forme aussi arrondie, c'est les ellipses. Nous avons centre, rayon 1, rayon 2, ou par extrémité. Centre, rayon 1, premier point, je clique le point en face, ortho. Voilà par exemple un rayon de 50. Et dans l'autre sens, on va faire un rayon de 20. L'autre méthode des arcs étant de partir d'extrémité à extrémité. Première extrémité, deuxième extrémité, troisième extrémité. Et nous avons aussi la possibilité de dessiner ce qu'on appelle des arcs elliptiques. L'arc elliptique étant exactement la même chose que l'ellipse, je clique un point en face, je fais mon ellipse et je choisis mon premier point, mon deuxième point de l'ellipse. Et je ne garde qu'une partie de l'arc. Je pourrais aussi faire une ellipse complète et aller faire avec la méthode ajustée qu'on a vue tout à l'heure pour ne garder qu'une seule partie. Faisons maintenant un exercice pour nous entraîner aux coordonnées polaires. Je vais faire ouvrir mon exercice qui est ici la séquence 3. On va le mettre en plein écran. Et voilà mon dessin. Il s'agit d'un pentagone régulier de 70 avec un angle de 25 pour la première droite. Vous me direz qu'on pourrait le dessiner directement avec le type polygone, mais le but de l'exercice ici, c'est bien de s'entraîner sur les coordonnées polaires. Je vais prendre la ligne ici, je clique un point et je tape pour la première arrobase, 70 étant la longueur, inférieure à un angle de 25. Je reviens après, arrobase, 70 toujours la longueur. Mon angle ici est de 97, donc 97, entrée. Je reprends, arrobase, pour la prochaine droite, 70, inférieur à, ici j'ai un angle de 11, donc 180 moins 11 me ferait 169. 169. Le prochain angle c'est moins 19 vers le bas, arrobase, 70 inférieur à moins 119. Et le dernier, il est à moins 47, arrobase, 70 inférieur à 47. J'ai fait une erreur, c'était moins 47. Donc CTRL Z, on annule toujours avec CTRL Z, arrobase, 70 inférieur à moins 47. Entrée. On fait entrée et on vient de finir notre exercice. Nous pouvons aussi faire les mêmes exercices ou même en utilisant ici, comme on l'a fait pour ortho, le repérage polaire. Le repérage polaire activé ici, je vais me mettre dessus, je vais activer par exemple le 25, je ne l'ai pas, on va faire paramètres. L'angle d'incrément ici est de 30, je vais faire un angle de 25 ici, nouveau 25. Je veux ajouter les angles que j'ai, nouveau 97, nouveau 169, nouveau 119 et nouveau 47. Ce sont des angles avec l'incrément de 30 qui va me donner le 30, le 60, le 90, le 120. Je fais OK, je prends mon outil ligne, je clique mon point et je veux faire un angle de 25. Vous voyez, 25. J'arrive à 25, je lâche ma souris, je fais 70. Je veux ici un angle de 97, là je suis à 120. 97, je lâche ma souris et je rentre 70. Je vais aller par là sur un angle de 169, qui serait quelque part par là. Voilà, 70. Je descends ici de moins 119, donc c'est 241. Je tape 70, entrée. Et le dernier ici, de moins 47, je ne l'ai pas. Mais ceci dit, j'ai l'option clore C pour faire clore. Vous avez vu bien que je peux utiliser ici les coordonnées polaires pour progresser dans mon espace dessin. Là, si je viens dans paramètres, vous voyez ici, j'avais l'angle d'incrément et ici, tous les angles que j'avais créés, le 25, le 45, le 119, le 169 et le 41. Bon, c'est un peu plus lent, mais ça nous a permis surtout de voir comment utiliser le polaire dans le dessin.
Au centre de l'écran d'AutoCAD, nous retrouvons notre espace dessin, qu'on appelle communément aussi espace objet. C'est cet espace blanc qui est là. Je peux dessiner ici tous mes objets et tous mes vecteurs et mes dessins. Cet espace a la couleur blanche et je pourrais à tout moment la modifier. Pour la modifier, je vais dans l'explorateur de menu, Options, dans l'onglet Dessin, Couleurs. Là, je peux paramétrer toutes les couleurs utilisées par AutoCAD, couleur du réticule, couleur de l'arrière-bulle, couleur, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-plan et je voudrais un arrière-plan de couleur noire. On nous recommande souvent de travailler sur un arrière-plan noir parce qu'il réfléchit moins de lumière. Appliquer, OK. Voilà mon espace qui est devenu tout noir. La particularité importante de mon espace, c'est qu'il pourrait être illimité. Ce qui voudrait dire qu'un bâtiment de centaines de mètres va tenir dedans, comme une petite pièce mécanique va tenir aussi à l'intérieur. J'ai dit il pourrait être illimité parce que AutoCAD a gardé aussi la possibilité de limiter l'espace dessin. Si je veux limiter l'espace dessin, je vais taper la commande limite. Et là, il me dit le coin inférieur gauche est à 0,0. Le coin supérieur gauche est à 420, 297. Je fais entrer, je viens de limiter mon espace. Je vais rappeler la commande et je vais taper ici inactif. Et là, mes limites sont inactives et mon espace devient illimité. La particularité aussi de cet espace-là, c'est que chaque objet va avoir une coordonnée X, Y. On parle d'espace orthonormé. Voilà une ligne. Si je regarde ici mes propriétés, dans sa construction géométrique, j'ai départ en X, départ en Y, départ Z, extrémité X, extrémité Y, extrémité Z. On a le Z ici qui est égal à 0. De toutes les façons, on va dessiner dans toute cette formation sur le plan 0. On est en espace 2D. Par contre, on regarde bien les coordonnées de mon point. Si on regarde ici la longueur de ma droite, elle fait 200. 200 unités dessin. Oui, sauf que les unités de dessin, à quoi correspondent-ils dans la réalité? Est-ce des centimètres, des millimètres ou des mètres? AutoCAD vous laisse libre de choisir votre unité de dessin. Vous pouvez dessiner en mètres, en centimètres ou en millimètres. C'est seulement au moment de sortir notre dessin qu'on va donner une correspondance par rapport au papier. Dans la réalité, dans la pratique, c'est souvent le métier qui va imposer l'unité de dessin. Quand vous êtes mécanicien et vous allez dessiner des pièces mécaniques, vous aurez tendance à travailler en millimètres. Si vous êtes architecte, vous aurez tendance à travailler en centimètres, etc. Donc, pour dessiner sur AutoCAD, on commence déjà par choisir une unité de dessin. Nous avons aussi la possibilité, si je vais ici dans le navigateur des menus, utilitaire dessin, contrôle des unités, unité ici, choisir le type d'unité, décimale, architecturale, fractionnaire ou scientifique. Nous allons dessiner en décimale. On va préciser ici le nombre de décimales que nous voulons. Pareil pour les angles, etc. Ici, il y a écrit millimètres, mais il s'agit de l'échelle d'insertion des objets de bibliothèque et non pas de l'échelle du dessin. Je fais OK. Il faut garder à l'esprit, et ça c'est aussi important, c'est la deuxième règle, on dessine sur AutoCAD à la taille réelle. On va dessiner nos objets à leur vraie taille. Et c'est uniquement au moment de les imprimer qu'on va faire la correspondance. Alors vous serez tenté de me dire, oui, mais où est-ce qu'on rentre cette correspondance? Eh bien, c'est au moment d'imprimer. Alors on va regarder rapidement. Je vais aller dans le menu Sortie, ici. Je vais faire Traceur. Alors, on choisit un traceur, n'importe lequel. On va choisir mon imprimante. Et ici, j'ai échelle du tracé. Et vous voyez bien, je suis ici, 1 mm pour une unité de dessin. L'unité de dessin serait millimètre, j'aurai 1 mm pour 1 mm. L'unité de dessin serait centimètre, j'aurai 1 mm pour 1 cm. Ce serait le mètre, ce serait 1 mm pour 1 mètre, ce qui correspondrait au millième. Bon, laissons tout ça de côté, on aura l'occasion de revenir sur les échelles dessin une fois qu'on aura réellement appris à dessiner. Faisons une application pratique sur ce mode de saisie dynamique. Donc voilà la figure qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc on va reprendre au début l'outil Ligne. Je me mets ici. Là,
je me mets en ortho. Donc ortho n'est pas activé, je peux cliquer dessus ou appuyer sur la touche F8 qui permet d'activer ou désactiver le mode ortho. F8, ça active ortho et je vais taper la valeur 100. Je remonte de 50 et là, je vais désactiver ortho en recliquant sur F8 et là, j'ai besoin de 50. Je tabule avec un angle de 35. Je rentre encore une nouvelle valeur, donc là c'est 45, tabulation avec un angle de 120. Puisque j'ai 60, après 80, j'ai 80 et je reviens plus haut de 60, 120. On redescend ici de 30 avec un angle de 140. Je remets ortho en appuyant sur F8, donc voilà. 40. F8, je redésactive ortho. Je redescends ici avec une valeur de 30 et un angle de 115. Ce qui est intéressant à remarquer ici dans le mode saisie dynamique, c'est qu'il considère 180 en haut, 180 en bas. Nous n'avons pas besoin de faire le moins et le plus du moment qu'on donne la direction. Donc là, on est parti sur 115, entrée, et je redescends avec une valeur de 20 et un angle de 150 puisque c'est 180 moins 30. 150. On descend, on remet ortho, ça va être intéressant pour nous. Donc avec 30, nous repartons avec 40 sur le côté. Alors, le dernier segment, on a une cote de 20 avec un angle, donc on a dit de 145. 145. 145 vers le bas. CTRL Z, j'annule ma dernière commande. F8, je vais enlever ortho parce que c'est elle qui m'a bloqué sur le 20 et un angle de 145. Voilà. Le dernier, comme je n'ai pas la cote, je vais utiliser la petite flèche vers le bas qui me donne les options de la commande. Et voilà, avec la flèche toujours, je suis descendu, il a coché clore et je fais entrer. Et voilà ma figure qui est terminée dans ce cas. Alors, dans cet exercice, on a utilisé la saisie dynamique directement dans l'écran, mais je ne me suis pas privé aussi de combiner ça avec le mode ortho, ce qui me permettait pour des droites horizontales, verticales, de rentrer direct les valeurs. J'aurais pu aussi combiner avec le mode polaire. Tous les modes qu'on a vus ici en mode de coordonnées qui permettent de saisir en cartésien, en polaire, en dynamique ou même en relatif avec arrobas, n'hésitez pas à les utiliser, à les combiner pour gagner bien sûr en productivité et en travail. Alors jusque-là, nous avons dessiné des lignes simples. Ça voudrait dire qu'en dessinant par exemple le rectangle de tout à l'heure qui faisait une cote de 100 sur 10, 100 c'est clore, je reprends mon rectangle de tout à l'heure. Voilà. Ce rectangle-là est constitué de 4 lignes. On va parler dans le cas d'AutoCAD d'objets. Alors, il existe des outils de dessin qui vont permettre justement de tracer ce qu'on appelle des polylignes. À ce moment-là, c'est des objets groupés, joints. Par exemple, le rectangle. Je peux tracer le même rectangle, je clique ici. Là, il me demande le prochain point, je vais lui dire à 100,10. Et là, j'ai mon rectangle. Si vous regardez bien celui-là, quand je sélectionne, chaque objet est un objet séparé. Par contre, celui-là, c'est une seule polyligne, on va parler dans ce cas-là. Le rectangle est un objet unique. Regardons les options du rectangle. Au moment de prendre le rectangle, alors il me propose un rectangle avec chanfrein, avec raccord. On va peut-être essayer l'option raccord. Je tape R, parce que c'est l'option qu'il me propose. Il me dit quel est le raccord. Je vais faire un raccord de 2. Alors, premier point ici. Deuxième point, on va faire comme tout à l'heure, 100,10. Et là, si vous regardez, j'ai un raccord avec un angle arrondi. D'accord ? Je reprends mon outil rectangle. Je veux enlever le raccord. Là. Dans ce cas-là, il garde les dernières options. Donc, je suis obligé de retaper R, Entrée, et je vais refaire 0. J'aurais pu utiliser, bien sûr, la flèche vers le bas et choisir mes options. Là, on a plusieurs modes de saisie. Là, je mets un R0, je clique mon premier point, et là, il me propose autre chose en plus. R, côté, rotation.
Je vais le faire par côté. C. Alors il me dit, cette fois-ci, il change son discours. Spécifier la longueur des rectangles. Enfin, la longueur du rectangle, nous, on voulait 100. La largeur, on le voulait à 10. Elle me dit, quel est le coin? Parce que je peux le mettre à droite, comme je peux le mettre à gauche, comme je peux le mettre en haut, en bas. Du moment qu'au début, on n'a rentré qu'un seul point. Alors, on va le mettre ici. Hop. Et vous voyez, c'est le même rectangle, sauf qu'il a été dessiné autrement. Je reprends mon outil rectangle. Enfin, je clique un point. Cette fois-ci, je vais faire R. En fait, je vais déterminer un rectangle par sa surface et un côté. R pour A. Là, il me demande l'air. Je vais faire 500. Il me demande la longueur ou la largeur. L pour longueur, A pour largeur, ou sinon la flèche haut, flèche bas, on va faire par longueur. Et on voudrait par exemple 10. Si on fait 10, entrée. Et voilà notre rectangle ici qui a une longueur de 10. Si on mesure ici, je vais aller ici dans le début, j'ai un élément qui s'appelle mesurer et je vais mesurer sa hauteur et il fait bien une hauteur de 50. Et on a ici notre objet. L'autre outil qu'on va regarder maintenant, c'est l'outil polygone. Je prends mon polygone, le rectangle étant un polygone à 4 côtés. Là, nous passons sur un polygone régulier avec un nombre de côtés à déterminer. D'ailleurs, la première question qu'il nous pose, c'est entrer le nombre de côtés. Alors, on va essayer le polygone de 5 côtés. 5. Et là, voulez-vous spécifier le centre? On va spécifier un centre. Il me demande, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans un cercle ou circonscrit autour du cercle? En géométrie, c'est assez simple. Un polygone inscrit, le polygone se retrouve à l'intérieur du cercle. Un polygone qui est circonscrit, c'est le cercle qui est à l'intérieur. On va dire inscrit. Donc, il va nous demander le rayon du cercle. On va lui dire, voilà, je l'ai mis à main levée, on l'obtient ici. Je reprends mon outil polygone. Côté 5, on va le garder à 5. Là, et j'ai une autre méthode qui s'appelle C côté. Et là, il me demande première extrémité du polygone. Je vais désactiver ortho et on va reprendre celle de tout à l'heure. On avait fait un rectangle de 50 avec un angle de 17. Donc ici, on a bien un polygone dont chaque côté est égal à 50. Si nous retournons toujours dans les outils dessin, on va retrouver l'outil cette fois-ci qui va s'appeler polyline. Là, on a la polyline. Alors la polyline, c'est tout simplement, comme on a fait avec la ligne, on peut rentrer les coordonnées, sauf qu'on obtient, si je fais entrer, à la fin, un objet unique. Alors, la polygone a des avantages que la ligne n'a pas, entre autres des attributs d'épaisseur, des attributs de surface, des attributs de périmètre qu'on ne pourrait pas faire sur la ligne. Nous aborderons plus loin la polyline plus en détail. J'avais dit précédemment que l'espace objet est un espace orthonormé, ce qui voudrait dire que chaque objet a une coordonnée x, y et z. Alors, c'est ce qui va nous permettre justement de dessiner précisément. Alors, commençons. Je prends l'outil ligne ici dans le ruban. Alors, il me dit spécifier le premier point. Je vais donner une coordonnée 100,100. Entrée. Et vous voyez bien que je suis accroché ici à une distance 100 par rapport à mon 00 qui se trouve en bas à gauche de ma page. Il me demande le point suivant. Je vais lui demander d'accrocher par exemple le point 200,200. Je pourrais aussi rajouter virgule 0 pour préciser qu'on est dans le plan 0, mais dans ce cas-là, c'est facultatif. Et on fait entrer. Je refais rentrer pour sortir de la commande. La touche entrée vous permet de sortir d'une commande, mais vous permet aussi de rappeler une commande. Sinon, vous avez aussi la touche échappe qui permet de sortir de toute commande comme on l'a vu précédemment. Alors, voilà ma ligne ici. Je fais un petit zoom. On va la sélectionner. On va regarder ses propriétés. Si on regarde bien ses propriétés, on voit bien qu'elle a un point de départ ici, x, y, et elle a un point d'extrémité, 200, 200. Et on regarde ici son angle est de 45, forcément, c'est une droite qui est en diagonale. La longueur est de 141, quelque chose. Une remarque me vient à l'esprit, c'est celle de dire j'ai utilisé la touche virgule et non pas le point du clavier numérique. La réponse est toute simple, c'est qu'on va réserver le point pour les décimales. Si j'ai besoin de tracer une ligne qui partirait d'un 100.45, y qui serait 200.23 par exemple, j'ai une décimale de 23.
Et voilà, le point suivant, je vais faire 200,200. Et ça devrait tomber au même point ensemble, puisque le point 200, 200, il est là. Et vous voyez ici, en sélectionnant ma droite, que mon coordonnée x, c'est 100,45. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la virgule sépare les xy et le point sépare les décimales. Passons maintenant un peu plus loin. Nous avons dessiné ici avec des coordonnées absolues. Sauf que nous, quand on dessine, on n'a pas besoin d'aller chercher toujours notre point par rapport à un 0, 0 qui se trouverait au coin de la table. Je voudrais dessiner en me libérant de cette contrainte-là. C'est pour ça que dans AutoCAD, nous avons aussi ce qu'on appelle les coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire ici, c'est les coordonnées absolues, et on a aussi les coordonnées relatives. Alors, comment ça se passe dans les coordonnées relatives? Prenons encore l'outil ligne. Je vais cliquer un point n'importe où. Point. Je voudrais que le prochain point soit à une distance de 100 en X et 0 en Y, une droite horizontale. Pour cela, tout simple, on va utiliser l'arrobase et on va taper 100,0. Le fait d'utiliser l'arrobase lui indique tout simplement que mon prochain point se trouve par rapport au dernier point désigné. Je valide, je fais entrer. Alors pour les sceptiques, nous allons revenir dans la palette propriétés et on verra bien que notre droite fait bien une longueur de 100. Vous voyez bien que ces coordonnées en absolu ont été calculées et nous avons rentré des coordonnées relatives. Alors, fort de ces informations-là, nous allons dessiner maintenant un rectangle, par exemple, qui aurait une longueur de 100 avec une hauteur de 20. Alors, on va prendre ensemble l'outil ligne. Je clique mon premier point n'importe où et je voudrais progresser ici de 100. Alors, comme tout à l'heure, arrobase 100,0. Entrée. Mon prochain point se trouve en haut ici à une coordonnée de 10. C'est arrobase, en X, nous allons être 0 parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule 10. Je n'ai pas fait moins 10 parce que moins 10, ça serait partir vers le bas. Mon prochain point, il est là. Ça serait arrobase. Si nous mettons 100, on ira sur la droite. Il serait comme ça. Alors, pour cela, je vais faire moins 100. Moins 100,0. Entrée. Et mon dernier point, arrobase, 0 x parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule, moins 10. Et voilà mon rectangle qui est dessiné, qui fait bien une distance de 100,10. Alors, encore une fois, sur AutoCAD, il est encore plus facile de dessiner que ça. Ce qu'on vient de présenter là, ce sont les bases du dessin, mais il existe aussi des raccourcis pour pouvoir faire la même chose, mais plus facilement. Mais une fois qu'on a compris, bien sûr, à quoi servent les coordonnées relatives et absolues. Alors, pour cela, je vais aller activer en bas, parce que tout à l'heure, j'avais tout désactivé pour les besoins de l'exercice. Ici, le mode ortho. Le mode ortho, comme son nom l'indique, quand j'ai une ligne, ne me permet de dessiner qu'en horizontal ou en vertical. Mon angle est égal à 0, 90, 180 ou 270. Donc, une fois que le mode ortho est activé, je clique, je tire sur la droite. Le fait de tirer sur la droite, ça voudrait dire tout simplement que mon Y est égal à 0. Et je vais rentrer 100 uniquement. Entrée. Je tire vers le haut sans cliquer, je vais rentrer 10. Je tire sur la gauche sans cliquer, je rentre 100. Et je tire vers le bas sans cliquer et je rentre 10. Et voilà, je viens de faire la même figure. En dessinant que le mode ortho. Là, j'ai mon rectangle. Si vous regardez bien celui-là, quand je sélectionne, chaque objet est un objet séparé. Par contre, celui-là, c'est une seule polyligne. On va parler dans ce cas-là. Le rectangle est un objet unique. Regardons les options du rectangle. Quand au moment de prendre le rectangle, alors il me propose un rectangle avec chanfrein, avec raccord. On va peut-être essayer l'option raccord. Je tape R, parce que c'est l'option qu'il me propose. Il me dit quel est le raccord. Je vais faire un raccord de 2. Alors, premier point ici. Deuxième point, on va faire comme tout à l'heure, 100,10. Et là, si vous regardez, j'ai un raccord avec un angle arrondi. D'accord ? Je reprends mon outil rectangle. Je veux enlever le raccord là-haut. Dans ce cas-là, il garde les dernières options. Donc, je suis obligé de retaper R, entrée, et je vais refaire 0. J'aurais pu utiliser, bien sûr, la flèche vers le bas et choisir mes options. Là, on a plusieurs modes de saisie. Là, je mets un R0, je clique mon premier point, et là, il me propose autre chose en plus. R, côté, rotation.
Je vais le faire par côté. C. Alors il me dit, cette fois-ci, il change son discours. Spécifier la longueur des rectangles. Enfin, la longueur du rectangle, nous, on voulait 100. La largeur, on le voulait à 10. Elle me dit, quel est le coin? Parce que je peux le mettre à droite, comme je peux le mettre à gauche, comme je peux le mettre en haut, en bas. Du moment qu'au début, on n'a rentré qu'un seul point. Alors, on va le mettre ici. Hop. Et vous voyez, c'est le même rectangle, sauf qu'il a été dessiné autrement. Je reprends mon outil rectangle. Enfin, je clique un point. Cette fois-ci, je vais faire R. En fait, je vais déterminer un rectangle par sa surface et un côté. R pour A. Là, il me demande l'air. Je vais faire 500. Il me demande la longueur ou la largeur. L pour longueur, A pour largeur, ou sinon la flèche haut, flèche bas, on va faire par longueur. Et on voudrait par exemple 10. Si on fait 10, entrée. Et voilà notre rectangle ici qui a une longueur de 10. Si on mesure ici, je vais aller ici dans le début, j'ai un élément qui s'appelle mesurer et je vais mesurer sa hauteur et il fait bien une hauteur de 50. Et on a ici notre objet. L'autre outil qu'on va regarder maintenant, c'est l'outil polygone. Je prends mon polygone, le rectangle étant un polygone à 4 côtés. Là, nous passons sur un polygone régulier avec un nombre de côtés à déterminer. D'ailleurs, la première question qu'il nous pose, c'est entrer le nombre de côtés. Alors, on va essayer le polygone de 5 côtés. 5. Et là, voulez-vous spécifier le centre? On va spécifier un centre. Il me demande, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans un cercle ou circonscrit autour du cercle? En géométrie, c'est assez simple. Un polygone inscrit, le polygone se retrouve à l'intérieur du cercle. Un polygone qui est circonscrit, c'est le cercle qui est à l'intérieur. On va dire inscrit. Donc, il va nous demander le rayon du cercle. On va lui dire, voilà, je l'ai mis à main levée, on l'obtient ici. Je reprends mon outil polygone. Côté 5, on va le garder à 5. Là, et j'ai une autre méthode qui s'appelle C côté. Et là, il me demande première extrémité du polygone. Je vais désactiver ortho et on va reprendre celle de tout à l'heure. On avait fait un rectangle de 50 avec un angle de 17. Donc ici, on a bien un polygone dont chaque côté est égal à 50. Si nous retournons toujours dans les outils dessin, on va retrouver l'outil cette fois-ci qui va s'appeler polyline. Là, on a la polyline. Alors la polyline, c'est tout simplement, comme on a fait avec la ligne, on peut rentrer les coordonnées, sauf qu'on obtient, si je fais entrer, à la fin, un objet unique. Alors, la polygone a des avantages que la ligne n'a pas, entre autres des attributs d'épaisseur, des attributs de surface, des attributs de périmètre qu'on ne pourrait pas faire sur la ligne. Nous aborderons plus loin la polyline plus en détail. J'avais dit précédemment que l'espace objet est un espace orthonormé, ce qui voudrait dire que chaque objet a une coordonnée x, y et z. Alors, c'est ce qui va nous permettre justement de dessiner précisément. Alors, commençons. Je prends l'outil ligne ici dans le ruban. Alors, il me dit spécifier le premier point. Je vais donner une coordonnée 100,100. Entrée. Et vous voyez bien que je suis accroché ici à une distance 100 par rapport à mon 00 qui se trouve en bas à gauche de ma page. Il me demande le point suivant. Je vais lui demander d'accrocher par exemple le point 200,200. Je pourrais aussi rajouter virgule 0 pour préciser qu'on est dans le plan 0, mais dans ce cas-là, c'est facultatif. Et on fait Entrée. Je refais Entrée pour sortir de la commande. La touche Entrée vous permet de sortir d'une commande, mais vous permet aussi de rappeler une commande. Sinon, vous avez aussi la touche Échappe qui permet de sortir de toute commande comme on l'a vu précédemment. Alors, voilà ma ligne ici. Je fais un petit zoom. On va la sélectionner. On va regarder ses propriétés. Si on regarde bien ses propriétés, on voit bien qu'elle a un point de départ ici, X, Y, et elle a un point d'extrémité, 200, 200. Et on regarde ici son angle est de 45, forcément, c'est une droite qui est en diagonale. La longueur est de 141, quelque chose. Une remarque me vient à l'esprit, c'est celle de dire j'ai utilisé la touche virgule et non pas le point du clavier numérique. La réponse est toute simple, c'est qu'on va réserver le point pour les décimales. Si j'ai besoin de tracer une ligne qui partirait d'un 100.45, Y qui serait 200.23 par exemple, j'ai une décimale de 23.
Et voilà, le point suivant, je vais faire 200,200. Et ça devrait tomber au même point ensemble, puisque le point 200, 200, il est là. Et vous voyez ici, en sélectionnant ma droite, que mon coordonnée de x, c'est 100,45. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la virgule sépare les xy et le point sépare les décimales. Passons maintenant un peu plus loin. Nous avons dessiné ici avec des coordonnées absolues. Sauf que nous, quand on dessine, on n'a pas besoin d'aller chercher toujours notre point par rapport à un 0, 0 qui se trouverait au coin de la table. Je voudrais dessiner en me libérant de cette contrainte-là. C'est pour ça que dans AutoCAD, nous avons aussi ce qu'on appelle les coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire ici, c'est les coordonnées absolues, et on a aussi les coordonnées relatives. Alors, comment ça se passe dans les coordonnées relatives? Prenons encore l'outil ligne. Je vais cliquer un point n'importe où. Point. Je voudrais que le prochain point soit à une distance de 100 en X et 0 en Y, une droite horizontale. Pour cela, tout simple, on va utiliser l'arrobase et on va taper 100,0. Le fait d'utiliser l'arrobase lui indique tout simplement que mon prochain point se trouve par rapport au dernier point désigné. Je valide, je fais entrer. Alors pour les sceptiques, nous allons revenir dans la palette propriétés et on verra bien que notre droite fait bien une longueur de 100. Vous voyez bien que ces coordonnées en absolu ont été calculées et nous avons rentré des coordonnées relatives. Alors, fort de ces informations-là, nous allons dessiner maintenant un rectangle, par exemple, qui aurait une longueur de 100 avec une hauteur de 20. Alors, on va prendre ensemble l'outil ligne. Je clique mon premier point n'importe où et je voudrais progresser ici de 100. Alors, comme tout à l'heure, arrobase 100,0. Entrée. Mon prochain point se trouve en haut ici à une coordonnée de 10. C'est arrobase, en X, nous allons être 0 parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule 10. Je n'ai pas fait moins 10 parce que moins 10, ça serait partir vers le bas. Mon prochain point, il est là. Ça serait arrobase. Si nous mettons 100, on ira sur la droite. Il serait comme ça. Alors, pour cela, je vais faire moins 100. Moins 100,0. Entrée. Et mon dernier point, arrobase, 0 en X parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule, moins 10. Et voilà mon rectangle qui est dessiné, qui fait bien une distance de 100,10. Alors, encore une fois, sur AutoCAD, il est encore plus facile de dessiner que ça. Ce qu'on vient de présenter là, ce sont les bases du dessin, mais il existe aussi des raccourcis pour pouvoir faire la même chose, mais plus facilement. Mais une fois qu'on a compris, bien sûr, à quoi servent les coordonnées relatives et absolues. Alors, pour cela, je vais aller activer en bas, parce que tout à l'heure, j'avais tout désactivé pour les besoins de l'exercice. Ici, le mode ortho. Le mode ortho, comme son nom l'indique, quand j'ai une ligne, ne me permet de dessiner qu'en horizontal ou en vertical. Mon angle est égal à 0, 90, 180 ou 270. Donc, une fois que le mode ortho est activé, je clique, je tire sur la droite. Le fait de tirer sur la droite, ça voudrait dire tout simplement que mon Y est égal à 0. Et je vais rentrer 100 uniquement. Entrée. Je tire vers le haut sans cliquer, je vais rentrer 10. Je tire sur la gauche sans cliquer, je rentre 100. Et je tire vers le bas sans cliquer et je rentre 10. Et voilà, je viens de faire la même figure. En dessinant que le mode ortho. Nous avons dessiné jusque-là des lignes horizontales, des lignes verticales avec des dimensions précises. Si on va plus loin, et si maintenant je veux dessiner une ligne, comme ici dans l'exemple, qui va faire 100 unités, avec un angle de 25 par rapport à l'horizontale. Vous voyez bien que ma méthode de coordonnées cartésien trouve ici ses limites, à moins de trouver le point de départ et le point d'arrivée, ce qui me paraît assez complexe dans ce cas-là. Il faudrait qu'on essaye autre chose ensemble. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, en géométrie, c'est assez simple. Un vecteur va être défini par sa longueur et sa direction. Pour les besoins de l'exercice, on va encore désactiver les Z en bas, ortho qu'on a vu, et les autres, on les verra au fur et à mesure. Et on va dessiner ensemble. On veut dessiner une droite de 100 avec un angle de 25. Je retourne dans mon onglet début, mon outil ligne, et il me dit spécifier le point de départ. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre un point de départ. On va la commencer à 0, 0. 0, 0. Une droite qui va être accrochée en bas.
Voilà, on voit bien que notre droite ici est accrochée à notre point 0, 0. Et nous avons besoin maintenant de lui dire de tracer une droite avec une longueur de 100 et un angle de 25. Alors, je vais lui dire pour la longueur 100. Et dans ce cas-là, on utilise le signe inférieur qui veut dire sur AutoCAD l'angle et dire, voilà, je veux un angle de 25. 100 inférieur à 25. Et voilà, nous avons ici une droite d'une longueur de 100 avec un angle de 25. Par contre, je l'ai dessiné par rapport au 0, 0. On retrouve la même problématique de tout à l'heure de coordonnées absolues et de coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire là, ce sont des coordonnées polaires absolues par rapport à un 0, 0 que je connais. Maintenant, si je veux dessiner en relatif, la même problématique va se poser. Mon outil ligne, je clique un point et je voudrais être relativement au dernier point. Donc, je vais utiliser l'arrobase. Arrobase 100 inférieur à 25. Dans le cas où je n'utiliserai pas l'arrobase, il irait s'accrocher à un point qui se trouverait à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au 0, 0. Dans ce cas-là, c'est un point qui se trouve à une distance 100 et un angle de 25 par rapport au dernier point cliqué. Pam! Et nous avons notre droite. Vous voyez, jusque-là, ce n'est pas très difficile. Si maintenant, je veux que mon angle de 25 soit vers le bas, que ma droite aille 25 ici, on va faire arrobase, pareil, 100 inférieur. Si je vais 25, ce sera vers le haut. On utilisera moins 25. Les angles sur AutoCAD sont calculés dans le sens trigonométrique. Donc, les angles positifs sont dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Et vous avez vu le 25 en bas. Alors, compliquons encore un peu le problème. Repartons sur une ligne. Et cette fois-ci, je voudrais que les 25 se retrouvent de ce côté-là. Ici, 25. Je vais faire arrobase. 100, la distance ne change pas. Par contre, mon angle de 25, il sera de combien dans ce cas-là? Je sais que si je suis là, je suis à 180. En remontant légèrement, je suis à 180 moins 25. Ce qui me fait un angle de inférieur à 155. Et voilà. Je viens de tracer une droite de 100 et un angle de 25 sur le côté gauche, si je peux dire ça. Reprenons encore notre outil ligne et cette fois-ci, faisons 25 vers le bas. Ici, 180 ici, 25 ici, arrobase 100 inférieur à 205 ou inférieur à moins 155 si je viens par la partie en bas. Je fais entrer et voilà mon angle. Si on résume ce qu'on vient de faire, je vais tracer ici une droite horizontale. Juste pour retrouver mes angles. On a bien ici, je vais aller dans Annoter, côte angulaire. On reprendra les côtes après, mais c'est juste pour vous montrer. Là, on a bien notre angle de 25. Alors, nous retrouvons ici notre angle de 25. Mais pour le saisir, on a dû rentrer là, 155. Pareil en bas, moins 155. Regardons ensemble à quoi ressemble l'espace de travail d'AutoCAD. Depuis la version 2009, AutoCAD a adopté la présentation en forme de ruban, avec des onglets ici qui permettent tout simplement de naviguer entre des groupes de commandes. Ici, un groupe de commandes dessin qui présente tous les outils dessin que je peux ici dérouler, fixer avec la petite épingle ici ou à nouveau replier. Je peux aller dans Vue et je retrouve aussi d'autres groupes de commandes qui contiennent des commandes. Une petite flèche ici me permet de masquer ce ruban ou de l'afficher à nouveau. La palette d'accès rapide me permet d'accéder à des commandes les plus usuelles et ceux que je vais utiliser régulièrement. J'ai la possibilité dans cette palette-là d'afficher d'autres commandes. Elle permet d'accéder à nouveau, ouvrir, enregistrer, annuler, imprimer et d'autres. La palette d'accès rapide me permet aussi d'afficher la barre des menus. La barre de menu qui existe toujours, qui était dans les versions précédentes et qui permet justement d'aller dans des outils dessin, cotation, outils, etc. Je vais masquer cette barre
pour adopter la nouvelle manière de dessiner dans AutoCAD. Nous avons aussi la barre Info Center. La barre Info Center me permet de faire de la recherche dans AutoCAD, d'accéder à l'aide, d'accéder à mes favoris, d'aller au centre de communication d'AutoCAD pour accéder aux mises à jour ou le centre d'abonnement pour vérifier mon abonnement. AutoCAD a gardé depuis les anciennes versions la barre de commande. Cette barre de commande me permet tout simplement de saisir des commandes. Dans ce cas-là, par exemple, je vais taper ligne. Il me demande premier point et je clique un deuxième point. Je fais entrer pour valider. J'aurais pu aussi accéder ici par la barre début et ligne. Regardez, en appuyant en haut, il me dit aussi spécifier le deuxième point. La barre de commande sert à saisir, mais je vous conseille aussi de l'utiliser comme un outil de communication avec AutoCAD parce qu'elle va vous permettre tout le temps de savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. N'oubliez pas la touche entrée pour sortir de la commande ou tout simplement la touche échappe qui permet de réinitialiser la barre de commande. Nous avons ici la barre d'état. La barre d'état avec ici l'affichage des coordonnées et des outils d'aide de dessin. Parmi ces outils-là, le fait de bloquer le mode orthogonalité pour dessiner en ortho, le polaire, l'accrochage objet, la saisie dynamique, etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces commandes-là. Nous avons ici le panoramique, la loupe et d'autres outils. En appuyant ici dans l'espace gris, j'ai la possibilité de décider de ce que je veux afficher ou pas. Là, j'active le bouton papier objet, etc. Alors, que les puristes d'AutoCAD se rassurent parce que j'ai toujours la possibilité de revenir dans mon espace classique en utilisant ici ce bouton-là en forme de grenage qui permet de basculer entre les espaces de travail d'AutoCAD. L'espace actuel, c'est l'espace 2D annotation. Je pourrais aller dans l'espace AutoCAD classique. L'espace AutoCAD classique se présente avec des barres d'outils que je peux ancrer à côté, en haut, en bas. Je peux aussi en ouvrir d'autres. En me mettant là, AutoCAD, je vais ouvrir la barre accroche-objet qui est là, que je peux mettre ici, remettre à sa place ou même fermer. Je retrouve ma barre des menus et entre autres une barre de menu dessin qui me permettrait de dessiner ligne avec les deux points. Si je retourne ici à mon espace d'annotation 2D, vous avez remarqué par le passage qu'il existe d'autres espaces de travail et que nous avons aussi la possibilité de créer d'autres espaces plus personnalisés. Je reviens dans mon espace de travail 2D et nous allons tout de suite dans ce qu'on appelle le navigateur de menu. Le navigateur de menu nous permet d'accéder à des commandes directement. Il permet aussi d'accéder aux options du logiciel. Nous avons ici les options et on va pouvoir les paramétrer. Par exemple, dans le menu Ouvrir et enregistrer, j'ai la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement automatique. Je fais OK. Le navigateur de menu aussi possède des commandes qui sont assez sympathiques. Par exemple, ici, la barre de recherche qui va me permettre de rechercher une commande. Là, j'ai tapé demi, il me propose demi-droite et il me dit que cette demi-droite, par exemple, est accessible par dessin. Je me mets dessus, j'ai le schéma. On va vérifier que dans l'onglet début, ici, dessin, j'ai bien un outil qui s'appelle demi-droite. Vous avez aussi la possibilité ici de nettoyer l'écran, d'enlever les palettes pour ramener votre dessin pratiquement en plein écran. Les onglets ici nous permettent de basculer vers les espaces présentation qu'on aura l'occasion de regarder plus tard. Vous pouvez utiliser la commande hachure pour remplir vos formes. La commande hachure se trouve ici dans Dessin. On va pouvoir, dans un premier temps, type de motif, choisir le motif qui nous intéresse. Là, en cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir votre motif. L'échelle du motif étant tout simplement la taille de ce motif-là, l'angle de ce motif par rapport au 0,0. Et là, on va choisir l'objet ou le contour à remplir. On a 2 méthodes. La première, c'est de choisir un point, donc de cliquer à l'intérieur d'un motif, de faire entrer aperçu et on voit apparaître la hachure. Dans ce cas-là, c'est vite parce que ça doit être trop grand. Je vais faire 0,1
1 pour voir. Et je vois apparaître ici mon motif de hachure. La deuxième méthode de hachure va consister à sélectionner un objet et à le faire remplir. On peut éditer les hachures en passant par modification et on a ici modifier le motif de hachure. Sélectionner une hachure. Et là, on va pouvoir modifier son échelle. Si je fais 0,5, vous voyez, c'est trop grand. Si je relance ma commande motif, sélectionner une hachure, je vais la mettre à 0,05 pour voir. Et là, j'obtiens un mur plus intéressant. Je reprends mon outil hachure. Nous avons ici une commande qui s'appelle hériter les propriétés, qui permet tout simplement de récupérer les propriétés d'un objet pour pouvoir la mettre à l'intérieur de notre objet. Aperçu. Et vous voyez, j'ai récupéré cette hachure-là pour la mettre sur cet objet-là. Je fais entrer, je valide. Si je double-clique sur une hachure, j'accède justement à la palette hachure. Et j'ai ici, si vous remarquez bien, par défaut, coché associatif. Une hachure associative voudrait dire tout simplement que si je modifie son contour, la hachure, elle va suivre ce contour-là. Déjà, je double-clique sur ma hachure. J'ai aussi une autre possibilité, c'est celle de choisir l'origine de ma hachure. Origine spécifiée, je définis mon origine et elle est là. Je fais OK. Faisons un test simple, je vais supprimer tous mes dessins. On va se dessiner un rectangle, par exemple, C de 100 sur 100. À l'intérieur de ce rectangle, on va mettre du carrelage, par exemple. Donc, choix du motif, je vais prendre des carreaux. Donc, le motif net. OK. Choix des points, on va le mettre à l'intérieur ici. Aperçu, c'est trop serré. Échappe. Je vais faire une échelle un peu plus grande pour les voir. Voilà. Et je fais OK. Ma hachure a comme origine ici. Si je veux modifier l'origine et la mettre ici, je vais double-cliquer sur ma hachure, définir l'origine, et je vais dire que mon origine est là. Aperçu, vous voyez bien, la hachure commence ici. Je peux aussi donner un angle à ma hachure. Donc là, j'ai un angle 0, je vais la mettre à 30 degrés. Aperçu, ma hachure passe bien à 30 degrés.